Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de l'anatomie pathologique qui va s'intéresser aux pathologies de la prostate. Donc, comme introduction à ce cours, bien sûr un petit rappel, la prostate est un organe anatomique faisant partie du système urogénital. La prostate qui se situe juste en bas de la vessie et à travers lequel passe le canal séminifère, l'urètre, que douze l'urètre prostatique, et il y a aussi l'abouchement des deux vésicules séminales pour donner le canal séminifère. Voilà. Mhm. Donc, la prostate, il est aussi très important de reconnaître l'anatomie zonale parce qu'en fonction des zones, on a des lésions différentes. Notamment, on a trois grandes zones, la zone de transition, la zone centrale et la zone périphérique. Donc la zone transitionnelle, c'est elle autour, c'est elle qui est le siège D'accord. des adénomes de la prostate, donc l'hypertrophie bénigne en quelque sorte. Ensuite, nous avons la zone périphérique et la zone centrale qui sont le siège des cancers de la prostate. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons voir les deux grands de pathologies les plus fréquentes, l'hyperplasie bénigne, c'est l'adénome, et le cancer, l'adénocarcinome ou autre. Voilà. Donc, à l'histologie, c'est un tissu glandulaire avec un stroma fibromusculaire du muscle lisse parce qu'il a des propriétés contractiles et des cellules épithéliales androgénodépendantes. Voilà. Ici quelques images. Donc, ce sont des glandes. que- Glandes de. Voilà, c'est une glande exocrine. Et donc, la première pathologie, c'est l'hyperplasie nodulaire de la prostate. C'est lui qu'on appelle l'adénome de la prostate, mais c'est un nom qui n'est pas exactement correct. Et donc, on l'a défini comme une lésion dystrophique non tumorale. Donc, lésion dystrophique non tumorale liée à un dysfonctionnement hormonal qui donne une hypertrophie bénigne. Et donc, c'est la pathologie la plus fréquente de la prostate et qui est liée au vieillissement parce qu'il y a la sénescence physiologique où il y a une chute de la testostérone. Et donc, bien sûr, ça touche les hommes. Les femmes n'ont pas de prostate. Mais à 80% des hommes. Bon, c'est 20% chez nous. Mais voilà. Mais le retentissement de cette pathologie, ce n'est pas la prostate en elle-même, mais plutôt sur l'incontinence urinaire, la continence urinaire. Parce qu'on va voir que parmi les manifestations de l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est la rétention d'urine. Et on va voir des signes de lutte vésicale. Et donc, les symptômes, c'est la compression de l'urètre. Donc, ça peut donner une rétention d'urine, pollakiurie, dysurie, etc. Et la vessie, avec le temps, on aura elle aussi une hypertrophie et qui peut carrément devenir une vessie en porcelaine, tellement le muscle, il se contracte pour essayer de vaincre ce blocage. Et donc au toucher rectal, on trouve une prostate nodulaire ferme et élastique, voilà, une hypertrophie bénigne qui peut bloquer l'urètre. Il faut faire très attention, c'est surtout au niveau de la zone transitionnelle. Et donc le matériel d'étude, bien sûr, ça peut être sur une pièce d'adénomectomie, donc ou bien matériel de résection transurétrale, et on trouve les caractéristiques de l'hyperplasie bénigne, qui est adéno-léomyomateuse. Donc très important, léomyomatose. C'est ça la caractéristique histologique de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà. La macroscopie, le poids il peut être élevé. Hypertrophie globale, lobe nodulaire, ferme et élastique. L'architecture, elle est conservée. Et à la coupe, on trouve une prostate nodulaire blanchâtre, pleine de microkystes, et qui refoule le parenchyme adjacent. Et donc c'est très important. C'est parce que ça nous montre que c'est une lésion qui est plutôt bénigne. Voici quelques images. Et à la coupe, on trouve des parenchymes blanchâtres et qui refoulent le, le- le reste. À l'histologie, c'est une hyperplasie des deux composantes, comme on a dit, adéno-léomyomatose. Léomyomateuse, et donc les glandes, adéno, et le muscle lisse, léomyome. Voilà. Et donc il y a une hypertrophie du tissu conjonctif, comme on le regarde ici, le stroma, et les glandes. Elles sont très actives. Voilà. Voici quelques images. Voilà. On peut avoir aussi des lésions associées, notamment l'inflammation qui va nous donner l'adénomite,
ou bien des accidents vasculaires qui vont nous donner un infarctus dans des régions localisées, de la nécrose. Parce que bien sûr, elle peut commencer à comprimer les vaisseaux, cette prolifération. Et donc le retentissement, ça dépend surtout en fonction du volume et du degré de la fibrose. Si ça devient très compressif, ça peut donner une rétention aiguë ou bien chronique d'urine et qui peut s'infecter, mais non seulement. On peut avoir un retentissement sur la vessie en elle-même. C'est ce qu'on appelle une vessie de lutte qui devient une vessie en porcelaine, où il y a une hypertrophie du muscle de la vessie, notamment le détrusor, et qui peut induire des complications. C'est un facteur de risque qui peut dégénérer. C'est bon? Voilà. À noter qu'il existe un phénomène similaire au niveau de la vésicule biliaire. Si la vésicule biliaire, si on a des lithiases vésiculaires à répétition, ça peut être un facteur de risque à développer une vésicule en porcelaine qui est un facteur de risque ou bien une lésion précancéreuse. Comme rappel. Donc c'est le même mécanisme ici, تقريبا. Ensuite, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est un véritable problème de la santé publique, surtout avec le vieillissement de la population. Maintenant que notre population, elle commence à vivre des âges avancés, 80 ans, 90 ans, 100 ans même, le cancer de la prostate devient une atteinte très fréquente. Elle touche surtout la zone périphérique ou bien la zone centrale, et souvent asymptomatique jusqu'à un stade tardif. Et c'est ça l'intérêt d'un diagnostic de- de- d'un diagnostic précoce ou bien de dépistage. Et donc le dépistage, il se fait soit par le toucher rectal ou bien le dosage de la PSA. Et bien sûr, ils ne doivent pas être tous les deux faits en même temps. Parce que le toucher rectal, il induit une libération de la PSA. Et donc, on peut avoir des faux positifs. Donc, faire très attention. Il existe des formes d'évolution lente. Et donc, c'est l'intérêt de la surveillance active. Et donc, le cancer de la prostate, il représente 12,5% des cancers chez l'homme. En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent de plus de 50 ans. Regardez, son incidence augmente avec l'âge. Et donc, comment faire le diagnostic? Le diagnostic, souvent, il est asymptomatique, mais il peut se manifester par des atteintes métastatiques, notamment des douleurs osseuses, des fractures pathologiques, l'hématurie si il est très invasif, troubles urinaires, altération de l'état général, etc. Et donc, vu que c'est un cancer qui ne se manifeste qu'à un stade tardif, il est systématique de faire le dépistage. Et donc, le dépistage, il se fait soit par un toucher rectal, qui montre un nodule dur, irrégulier, indolore, ou bien le dosage de la PSA, le Prostate Specific Antigen. Si la PSA est élevée, et bien sûr la PSA doit être faite loin de n'importe quelle inflammation ou bien autre infection, parce que ça peut être une cause d'un faux positif. Et donc si on a un toucher rectal qui est très suspect ou bien une PSA élevée, c'est l'indication à faire une biopsie pour étudier le parenchyme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et donc la biopsie prostatique, donc l'indication suspicion au toucher rectal ou bien en cas de PSA élevé, et donc biopsie éco-guidée par voie transrectale sous anesthésie locale, et prélever au moins 12 carottes biopsiques. Parce qu'on va diviser la prostate en 12 régions, et donc on doit étudier chacune d'entre elles. Et lorsque l'anapath va étudier, bien sûr, donc voilà, éco-guidée, transrectale, et donc on va prendre des biopsies. Donc la biopsie prostatique, le rôle, c'est de confirmer le diagnostic, préciser le type pour nous donner le pronostic et les facteurs théranostiques. Donc, voilà, le degré de différenciation du cancer, le volume, etc. Les autres moyens, ça peut être sur une pièce opératoire, résection transutérale ou bien adénomectomie, et qui peut nous montrer un cancer de la prostate, etc. Prostatectomie totale, lorsqu'elle est indiquée, elle permet une étude complète, le type microscopique, le siège, etc. L'aspect macroscopique est très important pour voir si la marge d'exérèse est limitée, est respectée. Donc, prostate augmentée de volume, tumeur dure, mal limitée, grisâtre. Il est difficile à repérer macroscopiquement, mais on peut aussi voir les marges, etc. Voici. Ensuite, on fait des coupes pour être capable de l'étudier. Et donc, regardez, ça, c'est une coupe qui montre un cancer de la prostate. Elle est asymétrique, regardez.
Donc un côté se développe aux dépens de l'autre. L'aspect microscopique, il nous permet de voir quel type de cancer il s'agit. C'est surtout l'adénocarcinome qui est le plus fréquent, mais on peut avoir un léomyosarcome aux dépens du muscle lisse. Et donc, devant l'adénocarcinome, on se base sur le score de Gleason. C'est un score histopronostique, donc theranostique, de ce dernier. Et s'il est supérieur à 7, c'est un cancer qui n'est pas bien différencié et c'est de mauvais pronostic. Il est corrélé au volume tumoral et en général, comme on a dit, supérieur à 7, c'est de mauvais pronostic. Donc, score de Gleason. Donc, voir si les cellules, elles deviennent de plus en plus anarchiques. Voilà. Voici quelques images de coupes histologiques qui nous montrent le cancer de la prostate, l'adénocarcinome, comment il est. Donc au début, ça, on reconnaît presque le parenchyme normal, donc des glandulaires cryptiques. Maintenant, il n'est plus reconnaissable. On ne reconnaît plus qu'il s'agit d'un parenchyme de prostate. Voilà. Donc ça, c'est carrément très malin. Il est mal différencié. On ne peut plus dire qu'il s'agit d'une glande prostatique. Voilà. Invasion périneurale, bien sûr aussi. Il faut savoir qu'il y a des nerfs au niveau de la prostate. Rappelez-vous que la prostate est innervée par le système autonome, notamment sympathique et parasympathique. Et de faire très attention, l'invasion périneurale, donc on a le nerf ici, et l'invasion périneurale est un facteur de métastase et de récidive. Et donc c'est ça l'importance d'un examen anatomopathologique qui est correct, parce que c'est un facteur theranostique. Même si on ne trouve un pronostic, même si on ne trouve pas d'invasion, d'effraction capsulaire, si on a une invasion neurale, c'est un facteur de mauvais pronostic parce que ça montre qu'on peut avoir des métastases suivant le trajet du nerf. Ça aussi, c'est un mécanisme qui existe. Donc faire très attention. Et donc le traitement, bien sûr un bilan d'extension loco-régional, on peut faire un scanner pelvien, abdominopelvien, PET scan, etc. Scintigraphie osseuse, à la recherche d'extension métastatique et ganglionnaire, voilà. Et donc après avoir classifié le cancer de la prostate, on va l'indiquer le- 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 dans une RCP, donc dans une réunion de consultation, de concertation pluridisciplinaire, afin d'être capable d'indiquer le meilleur traitement. Et il faut savoir que le cancer de la prostate, il a grandement profité de l'avancement thérapeutique parce que maintenant on peut opter pour l'hormonothérapie, l'immunothérapie, qui sont des traitements très prometteurs et qui permettent d'améliorer le pronostic des patients. Et donc il existe, et classiquement, il existe encore la chirurgie, la chimiothérapie, etc. Et donc voilà. Le cancer localisé, on peut faire soit une surveillance active, prostatectomie, radiothérapie, hormonothérapie, etc. Le cancer métastatique, c'est la suppression androgénique. Rappelez-vous, en hormonothérapie, il y avait deux moyens pour la castration, soit castration chirurgicale ou bien castration chimique, par l'injection de GHRH à de très fortes doses, ou bien castration chirurgicale en enlevant l'organe, les gonades. Et bien sûr, si nous sommes dans le palliatif, on a besoin du traitement palliatif, notamment le traitement de la douleur, les métastases, si c'est compressif, etc. Et donc voilà. Donc on a terminé notre cours. Donc pour résumer, la prostate est siège de pas mal de pathologies, mais les plus importantes à connaître, c'est surtout l'hyperplasie bénigne et le cancer de la prostate. Et c'est ça l'intérêt de la reconnaissance de l'anatomie zonale, parce que il y a certaines zones, notamment la zone transitionnelle qui est le siège de l'hyperplasie, et les zones périphériques et centrales qui sont sièges du cancer. Et dont le traitement nécessite une prise en charge adéquate. Et c'est ça l'intérêt de l'anatomie pathologique, parce que c'est elle qui nous permet de faire la part des choses et de savoir les facteurs de mauvais pronostic et décider de quel traitement choisir. Voilà. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.